Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être présent pour ce webinaire Identity Days, donc qui va porter sur finalement le blocage, enfin la nécessaire convergence de la sécurité des identités et des endpoints pour pouvoir bloquer efficacement les menaces modernes. Donc, je vais animer ce webinaire. Donc, moi, je m'appelle Anne-Sophie Gollner. Ça fait 12 ans que je suis dans le domaine de l'identité, de la gestion des identités, puis maintenant vraiment de la sécurité des identités. Et je suis sales spécialiste donc sur cette partie-là, sur la partie identité chez CrowdStrike, et je suis accompagnée par Mathieu Massion, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc Mathieu Masson, effectivement, ingénieur en vente et spécialiste de la solution protection des identités chez CrowdStrike depuis un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Et auparavant, j'ai pu notamment travailler en tant que sales engineer chez Tenable et anciennement Alcid si ça vous parle. Voilà, ravi de pouvoir être présent Merci. aujourd'hui avec vous. Merci Mathieu. Donc juste, je vous rappelle juste que les slides et le replay de ce webinaire seront disponibles sur le site Identity Days. Donc voilà, écoutez, je vais démarrer d'abord par un petit rappel rapide de quelques chiffres qui montrent à quel point les identités représentent un terrain de jeu ultra prisé par les attaquants, qu'il s'agisse d'identités on-prem ou dans le cloud. Et donc, en fait, ces données, alors elles ne proviennent pas de chez nous, elles proviennent d'une source externe. C'est intentionnel. Ça provient du rapport IBM X-Force 2024. Mais bon, les chiffres qui sont indiqués là, on les retrouve globalement aussi dans notre Global Threat Report. Et l'idée, c'est, enfin, le premier chiffre important, c'est effectivement de voir qu'il y a une augmentation de 71% des attaques qui impliquent l'utilisation abusive de comptes valides dans le monde entier. Et en Europe, cette hausse représente 66%. L'autre point important, c'est que l'utilisation abusive de comptes valides, c'est vraiment aujourd'hui le point d'entrée finalement le plus commun, puisque ça représente à peu près 30% des accès initiaux. Il a été observé en 2023 une augmentation de 100% des attaques Kerberos, ce qui peut paraître assez étonnant puisque c'est quand même une vulnérabilité qui existe dans l'Active Directory depuis assez longtemps, qui est exploitée, mais qui continue visiblement par être beaucoup exploitée par les attaquants puisque visiblement elles sont toujours présentes dans de nombreuses organisations. Autre chiffre intéressant, c'est que finalement le temps de détection et de réponse pour des intrusions qui impliquent finalement des credentials volés ou compromis est en moyenne de 11 mois, ce qui en fait le temps de réponse le plus long de tous les vecteurs d'infection observés aujourd'hui. Alors, les données que vous voyez ici, là, dans ce slide, ça provient de notre équipe de Threat Intel, en fait, qui suit plus de 200 adversaires chaque année, les adversaires les plus prolifiques, et qui analyse un petit peu leur campagne d'attaque. En fait, il a juste pour but, ce slide, de mettre en exergue la technique, je dirais, la plus utilisée par les attaquants pour chaque tactique du Mitre Framework. Et ce qui saute aux yeux, en fait, c'est que pour l'accès initial, pour la persistance, pour l'escalade de privilèges, l'évasion et le mouvement latéral, la technique la plus utilisée, ce sont les comptes valides. Donc, c'est bien aligné avec ce que je vous disais précédemment, les chiffres que je vous annonçais précédemment, où je disais que c'était aujourd'hui 30% des accès initiaux, par exemple, étaient faits par les comptes valides, étaient faits avec des comptes valides. Donc, on est d'accord pour dire que c'est pas aussi simple que ce slide dans la réalité. Les attaquants, ils utilisent tout un tas de techniques diverses et variées pour avancer dans l'exécution de leur attaque. Et par exemple, pour l'accès initial, ils n'utilisent pas que des comptes valides. Ils utilisent aussi beaucoup, par exemple, le phishing. Mais il n'en reste pas moins que voilà, les comptes valides sont aujourd'hui des techniques vraiment privilégiées parce que finalement, elles représentent le moyen d'accès le plus simple et le plus rapide. Maintenant,
si on regarde cette même matrice, mais qu'on regarde quelles techniques vont être couvertes finalement par une solution d'EDR, eh bien, on va voir que toutes les cases qui sont vides, là, qui sont en rouge, sont des techniques qui ne sont pas du ressort de l'EDR. Donc, un EDR ne peut pas couvrir. Maintenant, si on ajoute par-dessus cette EDR, enfin, cette protection, cette solution de protection des endpoints, une solution de protection des identités, et qu'en plus, cette solution de protection des identités, elle va inclure l'analyse, tout ce qui est analyse comportementale, eh bien là, dans ces cas-là, on va pouvoir couvrir tous les comptes valides et donc finalement combler les cases vides. Donc, on sera dans une meilleure position pour contrer les attaques modernes. Donc, on voit bien qu'une approche unifiée, elle a tout son sens, en fait. Alors, maintenant, je vous propose de regarder un exemple réel d'intrusion interactive donc, qui a été observé par notre équipe de threat hunting interne et qui va combiner, donc cette attaque, elle va combiner des comptes valides pour l'accès initial, enfin des comptes valides pour l'accès initial avec des exécutables, donc tout ce qui est endpoint finalement pour la partie découverte. Donc je précise que dans le cas de cette attaque, l'équipe de sécurité, elle avait désactivé le paramètre de quarantaine en écriture, ce qui avait permis en fait, ce qui a permis aux différents fichiers d'être écrits en fait sur le disque. Donc en fait là, ce qui se passe, c'est que l'adversaire, il a réussi à obtenir des comptes valides pour s'introduire dans l'environnement, d'accord. Une fois dans l'environnement, il a exécuté un outil légitime à des fins de reconnaissance au niveau de la machine, en fait, sur laquelle il y avait cet outil légitime. Puis, il a déposé sur le système d'autres outils de découverte et de reconnaissance, et aussi, il a déposé un ransomware. Ensuite, il a essayé, je dirais, d'exécuter un des outils de découverte afin de pouvoir cartographier en fait les chemins d'attaque et réaliser des mouvements latéraux. Mais finalement, il a été immédiatement bloqué et mis en quarantaine par l'agent de protection des endpoints. Donc ensuite, l'adversaire, il a ouvert le panneau de contrôle pour savoir finalement quel outil de sécurité était utilisé. Et lorsqu'il a identifié qu'il y avait un outil de DR2PP, il n'a pas tenté d'exécuter les autres outils de découverte, ni le ransomware, puisqu'il sait qu'il aurait été également bloqué et mis en quarantaine. Donc après, il s'est tourné, je dirais, vers une autre victime. En fait, ce qui est intéressant pour moi dans cette attaque, au-delà du fait qu'elle combine au départ les identités pour l'accès initial et puis après la partie endpoint, c'est la timeline en fait qui est intéressante parce qu'on voit que finalement, une fois que la compromission initiale a eu lieu, avec je dirais, des comptes légitimes, enfin l'obtention de comptes légitimes, il n'a fallu que quelques secondes à l'attaquant pour pouvoir déposer des logiciels malveillants dans l'environnement de la victime. Donc, dans ce cas précis, on constate que plus de 88% du temps d'attaque a été consacré à l'obtention de l'accès initial pour s'introduire dans l'environnement. Et comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Et donc, comme les adversaires, ils vont toujours finalement chercher à réduire ce temps, et que le meilleur moyen finalement de réduire ce temps, c'est encore une fois d'avoir des identifiants valides. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller acheter ces identifiants valides sur le dark web auprès d'un access broker. Et on voit bien qu'ils s'en privent pas, puisqu'en fait, on a constaté une augmentation entre 2022 et 2023 de 147% de l'activité liée aux access brokers, donc de vente d'identifiants valides. Donc voilà, donc en effet, voilà pourquoi finalement c'est logique, les adversaires ils se disent pourquoi on va fracturer une porte ou une vitre alors que finalement on peut rentrer directement avec la clé et ce beaucoup plus rapidement voilà, que ce qu'ils ont fait dans le cadre de cette attaque. Donc, finalement, voilà, on a compris, il y a des attaques qui combinent les endpoints, les identités, donc ça semble logique qu'il faille une approche unifiée. Mais pourquoi c'est pas si simple à mettre en œuvre finalement? En fait, ce qui se passe, c'est que dans les entreprises, on a d'un côté
souvent les équipes IAM, qui vont gérer les infrastructures d'identité, qui vont administrer l'ensemble des outils et des processus de gestion du cycle de vie des identités numériques à travers des outils comme voilà, SSO, MFA, gestion des identités, gestion des comptes à privilèges, gouvernance des identités, etc. Et donc, ces équipes IAM, elles connaissent très bien finalement tout ce qui touche aux identités, mais elles sont moins familières avec finalement tout ce qui est technique d'attaque qui cible les identités. De l'autre côté, on a le SOC qui va gérer toute la sécurité opérationnelle et qui a pour mission de superviser, d'administrer la sécurité des systèmes d'information à travers des outils comme l'EDR, le SIEM ou encore des orchestrateurs. Et ces outils vont les aider du coup à détecter, à analyser et à répondre aux incidents de sécurité. Et ces équipes-là, ces équipes SOC, elles vont, être familières finalement avec toutes les techniques d'attaque qui ciblent les réseaux, qui ciblent les endpoints, mais elles vont être beaucoup moins à l'aise avec les risques qui sont inhérents au protocole d'authentification, aux mauvaises configurations des comptes dans l'AD, par exemple, tout ça, tout ce qui est lié aux identités. Donc, on voit bien qu'on a en fait deux disciplines qui sont séparées, qui exploitent des outils distincts et qui n'interagissent pas de manière optimale, ce qui va poser un problème lorsqu'il y a un incident qui est lié à la fois aux identités et aux endpoints, comme c'est la plupart du temps le cas. Parce que finalement, ça va rendre les process de détection et de réponse moins efficaces, beaucoup plus longs. Et clairement, on l'a vu, ces dernières années, les adversaires, ils ont vraiment profité de cette faille qu'il y avait dans les entreprises. Je dirais de cette approche en fait en silo. Donc, pour combler finalement ce gap qui est largement exploité par les adversaires et pour réduire le temps moyen de détection des menaces, il y a une discipline en fait qui a vu le jour il y a maintenant à peu près 2 ans et demi, qui s'appelle communément l'ITDR, donc Identity Threat Detection and Response. En tout cas, c'est le nom qui lui a été donné pour le moment, je dirais, par Gartner. Ça changera peut-être de nom à l'avenir, mais ce qui est important, c'est que cette discipline, donc ITDR, elle consiste finalement à appliquer le concept de détection et de réponse aux incidents, qui jusqu'à présent qui était plutôt utilisé sur la partie endpoint et réseau, au domaine de l'identité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'ITDR va permettre finalement de créer un pont entre les deux mondes, entre l'IAM et le SOC. Elle va inciter ces deux départements à collaborer en utilisant un outil commun qui va pouvoir répondre aux besoins des deux équipes. Donc, du côté des équipes IAM, l'outil va permettre de monitorer, de sécuriser l'AD en continu et de renforcer potentiellement aussi, pourquoi pas, le MFA sur certaines zones critiques. Et du côté du SOC, cet outil va être capable ce que le SOC va chercher à faire, en tout cas, c'est en incluant l'ITDR, c'est de combiner du coup à l'EDR, ça va être de surveiller intelligemment les événements qui sont liés aux identités et aux endpoints simultanément et en continu. Ils vont être capables de corréler finalement les événements qui, s'ils étaient observés individuellement, ne sont pas forcément menaçants, en tout cas de prime abord, pour avoir finalement une meilleure compréhension, je dirais, du cheminement complet de l'attaque. Donc, on voit bien que cette convergence, c'est vraiment la voie à suivre pour toutes les organisations et pour avoir une approche de sécurité plus efficace, pour accroître l'efficacité opérationnelle, pour réduire le temps moyen de détection et de réponse aux menaces modernes. Finalement, c'est un petit peu la première marche, là, ce que je vous expose là, c'est un petit peu la première marche vers l'XDR et le Next Gen SIEM, puisqu'on est un peu dans la même logique de consolidation, de corrélation des données qui proviendraient de différentes sources, en fait. Donc, mais concrètement, en fait, comment cette approche unifiée, elle pourrait se concrétiser? Eh bien, la première chose, ça serait, par exemple, au niveau de la détection,
on pourrait par exemple avoir un dashboard qui propose une vue unique de toutes les alertes en provenance des endpoints et des identités. Donc, quand je dis identité, aussi qu'il s'agisse aussi bien d'alertes dans l'AD ou dans Azure AD, enfin Entra ID. Et on peut même aller un cran plus loin et dire qu'on va inclure des alertes qui proviennent du cloud ou même d'autres solutions de sécurité. Donc ça, bien entendu, on comprend bien que ça va permettre, ce dashboard unifié, de réduire le temps de détection. Ensuite, un autre moyen, enfin, l'autre avantage d'une approche unifiée, c'est que ça va pouvoir faciliter l'investigation, puisqu'on va par exemple pouvoir avoir une visualisation des incidents dans un graphique visuel. Donc, tout ce que je vous dis là, vous allez le voir dans la démo de Mathieu, vous inquiétez pas, parce que là, on voit pas grand-chose, c'est juste pour vous donner un petit peu l'approche. Donc oui, on va pouvoir avoir une visualisation des incidents dans un graphique visuel qui va mettre en corrélation les utilisateurs, les entités et le contexte de la menace, qui va montrer le cheminement complet dans ce graphe de l'attaque afin de pouvoir plus facilement s'orienter et donc réagir aussi plus facilement. Autre point, c'est qu'on va pouvoir également accélérer considérablement les investigations grâce à la possibilité, par exemple, de collaborer sur un incident. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un incident qui implique des endpoints et des identités, on va par exemple pouvoir ajouter des notes qui seront visibles par l'ensemble des équipes, à la fois les équipes IAM et les équipes SOC. Donc, quelqu'un du SOC pourrait très bien demander par exemple à quelqu'un de l'équipe IAM via l'outil collaboratif d'investiguer plus spécifiquement sur un compte, par exemple, ou ou de lui dire ou de leur préciser que voilà telle investigation est terminée. Enfin, l'idée c'est vraiment d'avoir cet esprit collaboratif pour être plus efficace. Et enfin, après la détection et l'investigation, l'approche unifiée, elle va également servir à réduire le temps pour contenir, remédier à l'incident. Puisque, en fait, si vous avez, par exemple, la possibilité, et ça on va vous montrer, de créer des workflows sans code dont je dirais que les triggers, les déclencheurs sont basés sur des données qui proviennent des endpoints et des identités, et ben, on comprend clairement que du coup, ça va vraiment apporter de la valeur, en fait. Donc, on verra également un exemple tout de suite, dans quelques instants. Donc, voilà pour la partie slide. Je vous propose maintenant de laisser la main à Mathieu. Ça marche, merci beaucoup. Juste pour le rappeler, parce que je pense qu'on l'a pas indiqué en début de séance, mais n'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra à la fin de la démonstration. Du coup, je vais juste présenter mon écran. Anne-Sophie, tu me diras si tu vois bien mon écran, s'il te plaît. Un petit souci avec Anne-Sophie. Elvia, est-ce que tu peux voir Anne-Sophie semble-t-il disparu? Oui, effectivement, Mathieu, on ne voit pas ton écran. C'est peut-être en train d'arriver. Ah, attendez, Est-ce que vous voyez mon écran? Ah, attendez, je le partage. Hop, hop. Est-ce que mon écran s'affiche? Oui, alors, oui. Ok, Oui, on super. voit ton écran qui est partagé, ouais, tout à fait. Super, merci beaucoup. Merci pour la confirmation, j'étais pas sûr. Très, très bien. Du coup, on va pouvoir démarrer sur la démonstration. Désolé pour le petit incident technique. Du coup, comme l'a évoqué Anne-Sophie, les attaques modernes sont de plus en plus complexes. Elles impliquent
de plus en plus de techniques et tactiques, et on sait que les attaquants exploitent l'intégralité de l'environnement aujourd'hui pour se déplacer. Donc ça peut être du cloud, ça peut être de l'on-prem, ça peut être de l'IoT, ça peut être plein de choses. De ce fait, effectivement, du fait de la complexité de ces attaques, il est compliqué de pouvoir corréler les événements, ou en tout cas de travailler avec des solutions qui sont distinctes d'un point de vue détection. Donc l'intérêt, je dirais, pour investiguer rapidement et agir le plus rapidement possible, c'est d'avoir une vue qui corrèle justement les différents événements au sein d'une même page, ou en tout cas au sein d'un même outil, de façon à pouvoir avoir la globalité de l'attaque et pouvoir agir en conséquence. Donc ici, ce que je vous présente, on va démarrer par un incident qui est présent sur la partie Detection Incident. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un certain nombre d'indicateurs. Donc ce sont des indicateurs d'attaque. Donc on en a 11 au total. Donc on a un incident qui implique plusieurs détections, pardon. Et ce qu'on remarque ici, dans le domaine de couverture, c'est que ça implique à la fois des endpoints, comme on peut le voir ici, et de l'identité. Okay. Donc, ce qui serait intéressant, c'est en plus d'avoir cette vue un peu corrélée où on voit les différentes détections entre elles, avec bien entendu tout le descriptif concernant la détection, la source, etc. C'est d'avoir justement cette vue graphique que mentionnait Anne-Sophie. En fait, on l'a justement ici. Hop, je vais essayer de faire un zoom. Je ne sais pas si tout le monde voit bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, on va retrouver rapidement une légende qui va nous permettre de filtrer cette vue, parce que voilà, dans cette vue, on a pas mal d'éléments, on va dire. Et ce qu'on peut faire, c'est typiquement, on peut tout de suite filtrer la vue correspondant aux détections d'attaque qui impliquent la partie endpoint, donc en fait toute la partie EDR. On peut également filtrer la vue Identity Indicator. Donc là, cette fois-ci, on voit les indicateurs d'attaque qui sont propres à la partie protection des identités. Et on a bien entendu d'autres éléments qu'on verra, qu'on abordera un peu plus tard dans la démonstration. Ce qui est intéressant également, c'est la notion, qui est ici, la notion de l'acteur. Ce qui veut dire qu'en fait, en plus de ces détections qu'on a détectées, on a également la capacité, au travers de la plateforme CrossHack, de pouvoir bénéficier de la threat intel et donc de pouvoir identifier un acteur si, bien entendu, il est connu. Et en l'occurrence, c'est le cas ici, puisqu'on a justement cet acteur qui s'appelle Scattered Spider. Donc, on va juste rapidement se focaliser sur cet acteur pour avoir un peu d'informations, et quelles sont les informations justement qu'on peut obtenir par rapport à cet acteur, cet attaquant. Hop. Alors, ce qu'on voit tout de suite rapidement, c'est la première fois qu'il a été identifié par CrossHack. Bien entendu, la dernière fois qu'il a été détecté, en tout cas en termes d'activité, on voit bien entendu que la date est relativement proche, donc bien entendu le statut est toujours actif. Et bien entendu, on a les différentes cibles par secteur d'activité de cet attaquant. Également, on a ces autres noms, puisqu'il peut être nommé par différents autres noms, et on a notamment celui-ci, UNC 3944, qui est un peu plus simple à prononcer que le nom provenant de la plateforme CrossTrack. En plus de ceci, vous avez également toute la partie keychain, justement pour avoir les informations qui caractérisent un peu cet attaquant. Donc, on va avoir rapidement le ransomware qui est utilisé par cet attaquant, les services offerts par cet attaquant. On va retrouver également quelques informations concernant les victimes possibles. Donc là, on voit qu'en termes de victimes, l'attaquant cible principalement des compagnies qui sont plutôt de l'ordre de la technologie ou de la télécommunication, pardon. Vous allez avoir exactement aussi la partie monétisation, donc en gros comment ils monétisent un peu ces actions. Donc là, on voit de la revente de comptes, en tout cas des données concernant les comptes, de l'exfiltration, du big game hunting. Typiquement, c'est de la vente d'identifiants sur le dark web. Et vous allez retrouver ces principales techniques. Donc là, on voit que, par exemple, rapidement, on voit qu'il y a de l'obtention de credentials via du social engineering. Vous allez avoir également du MFA Notification Fatigue. Ce qui est intéressant également, c'est le Rolling New Device with Victim MFA Providers. Donc, et bien entendu, les mouvements latéraux en utilisant du RDP ou du SSH. Donc là, on est clairement sur un acteur qui utilise un très grand nombre de techniques qui sont propres à l'identité.
Voilà, concernant et d'ailleurs, j'allais oublier cette information qui est assez importante également. On a également la partie exploitation. Donc là, si l'attaquant a l'habitude d'utiliser, des vulnérabilités spécifiques, on les a spécifiées également. Donc l'intérêt d'avoir toutes ces informations, je dirais, c'est d'avoir un maximum de contexte sur l'attaquant parce que parfois on ne sait pas à quoi on doit faire face, et c'est de pouvoir justement potentiellement anticiper les prochains mouvements de l'attaquant ou en tout cas se faire en sorte de pouvoir le ralentir, le stopper plus efficacement. En plus de ceci, on va retrouver, la même chose, mais sous la forme du Mitre Attack. Donc là, vous allez avoir toute la matrice Mitre Attack qui correspond à cet attaquant. Donc ça, c'est vraiment une mine d'informations intéressante. On voit principalement que pour l'accès initial, on voit que l'attaquant utilise des comptes valides. On voit également qu'il fait du phishing, hein, ça c'est pas étonnant, c'est sa marque de fabrique. On voit également qu'il utilise du valid account, donc des comptes valides pour de la persistance. On voit qu'il crée également potentiellement des comptes sur l'environnement, que ce soit des comptes on-prem ou des comptes cloud. On voit également qu'il fait du credential dumping, donc on verra dans le cadre de l'incident, c'est typiquement ce qui se passe. Et bien entendu, en termes de mouvement latéral, on voit qu'il peut potentiellement utiliser du RDP, du SMB, du SSH, etc. pour pouvoir se déplacer latéralement. Donc revenons cette fois-ci sur le graphe. Alors, maintenant qu'on a un peu plus d'informations sur l'acteur qui a été identifié, essayons de comprendre un petit peu ce qui s'est passé au sein de cet incident. Donc on va revenir sur la légende et en plus de ce qu'on a pu observer juste avant, donc le fait qu'on ait identifié l'acteur, le fait qu'on ait identifié des détections qui sont propres à l'EDR et des détections qui sont propres à l'identité. On a également d'autres éléments qui sont intéressants. Typiquement, vous avez la machine host. Donc là, on voit bien qu'il y a un endpoint qui est impliqué, bien entendu, dans le cadre de cette attaque. Vous allez avoir également les utilisateurs qui sont impliqués dans le cadre de l'attaque. Donc là, on voit qu'il y a 2 utilisateurs, un favorite -dt et effectivement un Clark Monroe. Et vous avez bien entendu les process qui ont été détectés au sein de cette attaque. Donc là, on en a 2. Donc effectivement, on a un premier processus qui a été initié depuis la machine favorite dt avec l'utilisateur qui porte le même nom. Et on voit effectivement que ce process qui a été initié est un winword.exe. Donc on suppose déjà que c'est un fichier doc ou un fichier Word qui a été ouvert. Et typiquement, c'est ce qu'on peut voir ici. Je vais juste refermer rapidement la légende. Et là, on voit effectivement qu'il y a un fichier Word qui est ouvert. On peut avoir un peu plus de détails, bien entendu. Hop, je vais juste déplacer la fenêtre. Voilà. Donc là, typiquement, si on clique ici, on a le descriptif de la détection. Et là, on voit précisément quel est le document qui a été ouvert. Suite à l'ouverture de ce document, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, suite à l'ouverture de ce document, on a commencé à détecter potentiellement on va dire malicieux, en tout cas une action malicieuse. Et en plus de l'ouverture de ce document, on a également des domaines DNS qui ont été détectés. Hop, je vais juste vous les afficher. Juste là. Hop, voilà. Donc, du fait des requêtes DNS qui ont été initiées à l'ouverture de l'incident, l'ouverture du document, en plus de justement l'usage de ce document et de ce fichier qui était bien entendu verrouillé, on a pu identifier rapidement l'attaquant. Après ceci, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que rapidement après, ce qui s'est passé, c'est que depuis la machine et depuis le compte utilisateur a initié un nouveau process qui est celui de Mimikatz. Donc Mimikatz, c'est un outil connu et reconnu aujourd'hui. Je pense qu'il jouit d'une certaine notoriété. Notamment, il sert à pouvoir dumper, en tout cas obtenir des identifiants, mots de passe ou identifiants sur les machines sur lesquelles il se trouve, de façon à pouvoir réutiliser ces identifiants, soit pour faire de l'escalade de privilèges, soit tout simplement pour se déplacer latéralement. Donc là, on voit que rapidement, le DR a détecté l'ouverture de ce process, donc l'ouverture de Mimikatz, et a remonté certaines informations. On voit rapidement que l'ouverture de Mimikatz a été détectée, bien entendu. On voit rapidement les commandes qui ont été initiées. On voit ici un PTH, donc pour passe de hash. Donc on voit que l'attaquant a bien entendu utilisé la technique de passe de hash. On voit même le hash NTLM qui est juste en dessous. Et on voit
plus précisément l'utilisateur qui a été utilisé dans le cadre de ce pass de hash. Donc on voit qu'en fait l'attaquant a déjà usurpé l'identité d'un utilisateur qui se trouvait, dont les identifiants se trouvaient sur cette machine, en vue justement de se latéraliser ou en tout cas d'accéder à une ressource. On va voir précisément après par la suite quelle ressource il a tenté d'accéder. Ce qu'on peut voir également aussi, c'est rapidement, c'est le fait qu'il y a un accès initial qui est initié depuis une IP qui a une mauvaise réputation d'un point de vue du point de vue cross-track. Donc si on clique dessus, on peut le voir. Hop, rapidement ici. Et on voit que ces données proviennent justement d'Octa. Donc ça, c'est aussi tout l'intérêt de travailler avec un outil qui permet de corréler différentes sources d'informations, c'est de pouvoir justement jouer sur ces différentes sources d'informations pour avoir un maximum de contexte pour comprendre et détecter un maximum de choses. En plus de ceci, ce qu'on peut voir, c'est que directement depuis le compte utilisateur, on a plusieurs autres détections, des détections qui sont propres à l'identité. Donc là, typiquement, on va revoir ici une détection qui est propre à, semble-t-il, une détection propre à une policy rule, donc en fait une règle d'accès conditionnel. Donc si on clique dessus, hop. Alors, qu'est-ce que nous apprend justement cette détection? Premièrement, on voit qu'il y a une règle d'accès conditionnel qui s'appelle block RDP to DC. Donc, on l'a ici. Donc, on voit bien qu'on a une règle d'accès conditionnel qui est là justement pour protéger l'environnement d'accès inhabituel sur les domaines contrôleurs. On voit que justement l'utilisateur impliqué dans cette règle, en tout cas l'utilisateur qui a levé cette détection est Clark Monroe. Donc, c'est ce qu'on avait vu justement sur le graphe. Et on voit que l'action qui a été initiée au travers de cette détection, donc en fait, il y a une action qui a été réalisée automatiquement grâce à la règle d'accès conditionnel, ça a été de bloquer l'utilisateur. Et bien entendu, on voit la source ainsi que la destination. Donc, on comprend aisément que l'attaquant a essayé de se latéraliser, en tout cas de se connecter sur un DC directement avec les identifiants qu'il avait usurpés. Bien entendu, toutes ces informations sont également disponibles ici. Donc, vous allez retrouver la destination nommée ici, le type de règle. Donc là, en l'occurrence, l'action qui a été initiée au travers de la règle. Donc là, on a bien un blocage, etc. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est, bien entendu, c'est l'utilisateur impliqué. Donc là, dans l'utilisateur impliqué, on a Clark Monroe, qui est un utilisateur qu'on remarque tout de suite comme étant privilégié grâce au module Identity Protection, qui fournit justement tous ces éléments concernant justement le contexte propre aux identités qui sont impliquées dans les attaques. On voit que cet utilisateur a un score assez élevé, donc on verra par la suite pourquoi il a un score assez élevé. La classification qui est faite et d'autres informations qui peuvent nous aider à comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Ce qu'on peut faire aussi directement depuis cette interface, c'est pivoter sur la partie Identity Protection. C'est ce qu'on va faire pour avoir encore davantage d'informations. Donc là, on a pivoté, on s'est directement connecté sur la partie Identity Protection. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent, ou en tout cas sont familiers avec l'interface ici présente. Donc là, on retrouve bien entendu l'utilisateur qui est impliqué. On a quelques icônes ici rapidement qui permettent de donner un contexte rapide sur l'usage du compte. Donc on voit que ce compte, grâce à la couronne, nous indique que c'est un compte privilégié. Donc ça, on l'avait déjà identifié, mais on verra plus précisément ce que veut dire ce qu'implique justement qu'il soit privilégié. Et on voit ici avec le semblant du nuage que l'on voit ici, surtout c'est que c'est un compte hybride. Donc ce qui veut dire un compte hybride, ça veut dire que c'est un compte qui est à la fois présent dans l'AD et présent potentiellement sur un autre identity provider. Donc là, en l'occurrence, Okta, mais ça aurait pu être aussi un compte qui serait présent dans Entra ID, par exemple. OK. Quelques autres informations concernant l'utilisateur, encore une fois, pour obtenir un maximum d'informations. On va retrouver un titre qui est associé à l'utilisateur. Donc on voit que c'est, en l'occurrence ici, potentiellement un manager. On voit là que c'est bien entendu un humain. On voit la dernière fois qu'il a changé son mot de passe, toujours intéressant d'avoir cette information, et on voit la qualité, je dirais, de la politique de mot de passe qui est appliquée à cet utilisateur. Donc là, en l'occurrence, on voit que c'est plutôt mauvais, puisqu'on est en lot. Ce qu'on remarque ici rapidement, c'est qu'en dessous, on voit l'ensemble de ses privilèges. Donc on voit que non seulement il est domaine admin, mais en plus il est administrateur du domaine. Donc là, en l'occurrence, il a quand même tous les pouvoirs nécessaires pour faire tout ce qu'il souhaite. En plus de ceci, on va retrouver ses login history, donc où est-ce qu'il s'est connecté. On va avoir également les services auxquels il a accédé. Donc là, c'est tout l'intérêt d'avoir justement
c'est tout l'intérêt d'Identity Protection, de pouvoir collecter en temps réel justement tout le trafic d'authentification pour obtenir justement ce genre d'informations. Donc là, on voit rapidement que il a pas mal fait de file sharing sur depuis différentes machines et vers différentes destinations. On voit également qu'il a fait du RDP, etc. Donc ça, c'est je dirais, des informations qui sont supplémentaires, mais qui sont utiles dans le cadre de l'investigation. En plus de ceci, on va retrouver, bien entendu, le score propre à l'entité. Donc là, en l'occurrence, propre à l'utilisateur. Bien entendu, ce score va évoluer en fonction de ce qui se passe sur l'environnement, en fonction de son usage, en fonction de son activité. Et là, on voit ici l'ensemble des risques qui sont associés. Donc, on voit que cet utilisateur est impliqué à la fois dans Tu passes the hash. Donc, on le voit ici, Suspicious Protocol Implementation. On voit qu'il a fait l'objet d'une policy rule match. Donc, en l'occurrence, il a été impliqué dans le cadre d'une règle d'accès conditionnel qui l'a bloqué, ce qui explique aussi pourquoi son score est assez élevé. On voit qu'il a une politique de mot de passe qui est assez faible. Et d'autres éléments qui peuvent également influencer le score de risque. En l'occurrence, on voit également qu'il a des mots de passe dupliqués, enfin en tout cas qu'il a le même mot de passe que d'autres utilisateurs. On fournit également ici. Ce qui est également intéressant je dirais dans le contexte de l'utilisateur et les éléments qu'on fournit par rapport à cette entité, ça va être la timeline. Donc en fait, c'est tout ce qui ponctue un petit peu l'activité de l'utilisateur. Donc on verra qu'on a une autre vue qui permet aussi d'afficher les authentifications, le type d'accès, etc. Mais là, on a une vue un peu, on va dire, qui résume un petit peu l'activité de l'utilisateur. Donc, s'il est impliqué dans des détections, on le verra également, et on voit en l'occurrence qu'il est impliqué dans un certain nombre de détections, et en l'occurrence, notre règle d'accès conditionnel, depuis laquelle celle qu'on vient de voir au sein de la plateforme. Donc, si je clique dessus, je vais pouvoir voir justement quelle règle d'accès conditionnel a matché concernant cet utilisateur. Donc, en l'occurrence, la règle d'accès conditionnel est celle-ci. Voilà. Et là, en l'occurrence, ce qu'on peut voir, c'est que on a une règle d'accès conditionnel, qui initie des actions. Donc là, en l'occurrence, les actions sont les suivantes. Si la règle match, en tout cas, si les conditions de la règle match, du coup, on va pouvoir entreprendre des actions de façon automatisée. Donc là, en l'occurrence, on est sur du blocage. Et la règle se lit de cette façon. On a donc un access type. Donc là, en l'occurrence, on est sur du remote desktop, mais on pourrait avoir du RPC, on pourrait avoir du LDAP, on pourrait avoir du HTTP. Enfin voilà, c'est pas juste limité au remote desktop, bien entendu. Voilà. Et bien entendu, après, on va avoir d'autres conditions qu'on va pouvoir bien entendu étoffer. Mais là, en l'occurrence, sur cette règle, elle est assez simple. On a une destination name qui est en l'occurrence le DC de l'environnement et un source network label qui est exclu. Donc, en gros, en l'occurrence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je peux autoriser l'accès au domaine contrôleur au travers d'un accès RDP, mais à partir du moment où je fais partie, en fait, je vais bloquer si je ne fais pas partie de source je dirais de subnet spécifique. Voilà, en l'occurrence, c'est ça. Donc ça, c'était concernant les règles d'accès conditionnel. On a également, je le présente aussi rapidement parce que c'est toujours intéressant. Le module Identity Protection a la capacité d'analyser en temps réel l'ensemble du flux d'authentification qui arrive à destination des domaines contrôleurs. Donc en fait, on va inspecter le trafic. Et grâce justement à ce trafic qu'on va collecter, on va pouvoir justement avoir accès à cette télémétrie. Et cette télémétrie peut nous aider dans le cadre de l'investigation à savoir qu'est-ce qui s'est passé avant la détection de l'attaque, qu'est-ce qui s'est passé après la détection de l'attaque, quel est le contexte de l'utilisateur, comment est utilisé cet utilisateur. Si on a des suspicions spécifiques par rapport à un utilisateur, en fait, du coup, on va pouvoir également identifier quel est l'usage de ce compte. Et là, au travers de différents filtres qui sont tout à fait intéressants. Typiquement, je peux filtrer là sur l'utilisateur qui m'intéresse. Donc là, je pourrais filtrer sur l'utilisateur Clark Monroe, si je le souhaitais. Je pourrais éventuellement aussi filtrer cette vue sur différents autres filtres, comme tel que par exemple juste afficher les authentifications qui sont propres à l'Active Directory, ou alors les authentifications qui sont propres à Entra ID ou propres à Okta, parce qu'on a également la capacité de se connecter à travers d'un connecteur sur d'autres identity providers, typiquement Entra ID ou Okta.
Mais je pourrais effectivement afficher toutes les requêtes LDAP, les authentifications LDAP, les authentifications NTLM, SMB, etc. On a également la même chose par type de service. Donc là, si c'est du web, si c'est du LDAP, du LB, du RPC, du RDP, etc. Voilà. Donc l'intérêt de cette vue, c'est de pouvoir justement investiguer rapidement, avoir accès à cette télémétrie, parce qu'effectivement, si vous n'avez pas ce genre d'outils, vous allez devoir aller piocher dans vos événements qui sont provisionnés sur le domaine contrôleur et aller faire des règles de corrélation, etc. Donc, voilà, l'intérêt, c'est de pouvoir justement pouvoir bénéficier de cette télémétrie rapidement et filtrable sans avoir à faire des requêtes Splunk complexes, entre guillemets. Revenons sur la partie grave, justement. Je me suis focalisé sur cette première détection qui est la policy rule match, donc qui faisait référence à une règle d'accès conditionnel, bien matché, puisque forcément l'attaquant a tenté de se connecter sur un DC, mais il n'a pas réussi, ce qui a levé bien entendu l'alerte. Mais ce que vous pouvez remarquer ici aussi, c'est qu'on a détecté bien entendu le pass de hash. Donc voilà, c'est ce qu'on avait détecté également au travers de l'EDR, mais c'est également bien de l'avoir aussi d'un point de vue identité, parce que les attaquants, on sait, ils peuvent se connecter depuis des machines qui ne sont pas forcément couvertes par des agents EDR. C'est bien aussi d'avoir quelque part un second moyen de pouvoir identifier des attaques qui sont propres à l'identité. Maintenant qu'on a compris un petit peu ce que le graphe était capable de fournir en termes j'allais dire d'événements et de classification, d'identification au niveau des attaques, la question c'est de se dire, ok, on a une vue assez intéressante sur le déroulé de l'attaque, sur les événements qui ont été initiés lors de cette attaque, les entités qui ont été impliquées. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de pouvoir savoir comment s'en prévenir, comment comment y répondre, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, on peut directement, si on le souhaite, cliquer sur les entités et à partir de ces entités qui sont impliquées, définir justement des actions de réponse. Donc là, vous avez plusieurs actions de réponse que l'on peut utiliser. Alors après, ça dépend des actions de réponse que vous avez déjà configurées au sein de la plateforme. Donc vous pouvez utiliser des choses qui sont déjà fournies au travers de Playbook, donc des choses qui sont déjà prédéfinies en l'occurrence, ou alors vous pouvez tout simplement customiser justement ces workflows de façon à pouvoir les réutiliser. En l'occurrence, si je vous en affiche un rapidement, si je prends celui-ci par exemple, hop. Ce que je vois ici, c'est tout simplement que vous avez un premier workflow qui indique un trigger on demand. Donc, ce qu'on peut avoir, on peut avoir des workflows qui sont à la fois automatisés, donc en fait qui dépendent quelque part d'un trigger qui est cette fois-ci une détection. Donc, en l'occurrence, dès qu'une détection apparaît, on va pouvoir agir en fonction de cette détection. Donc, ça va servir de trigger. Ou alors, tout simplement, si on a déjà identifié l'utilisateur impacté, en tout cas l'attaquant et le compte qui a été usurpé et qui est impersonnifié par l'attaquant, on peut tout simplement utiliser un workflow on demand et pouvoir définir des actions par rapport à cet utilisateur. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, je pourrais lancer ce workflow et dire, voilà, je mets le nom d'utilisateur impliqué et je vais pouvoir directement reset son password sur Active Directory. Mais ça pourrait être quelque chose de complètement différent. Ça pourrait être, je peux désactiver le compte utilisateur dans Entra ID. Il pourrait y avoir plein d'autres choses possibles. Et là, en l'occurrence, c'est... Je t'interromps juste, ça pourrait être aussi oui, un workflow qui combine les identités et les endpoints, puisque c'est exactement. Donc, ça pourrait être, par exemple, si un utilisateur est impliqué dans une détection, donc on peut définir le type d'attaque, on décide que l'endpoint qui est impliqué dans ces détections, par exemple, peut-être, on peut le faire du containment, le contenir, en fait. Tout à fait, c'est exactement ça. D'ailleurs, à ce sujet, donc en termes de réponse d'action, vous avez typiquement, vous avez également le clear current session. Donc là, en l'occurrence, là, qu'est-ce que c'est? C'est pouvoir, on va dire, annuler, invalider les sessions qui auraient pu être initiées au travers du SSO d'Octa de façon à pouvoir empêcher l'utilisateur qui a usurpé des identifiants on-prem sur une machine, qui puisse les réutiliser pour avoir accès à des applications cloud qui seraient fédérées avec Okta, par exemple, sur le même principe d'Entra ID, par exemple. Ce qui est également intéressant et ce qu'on peut faire aussi d'un point de vue workflow, c'est on peut également créer ses propres workflows. Donc là, en l'occurrence, on va sur la partie Fusion, workflow.
Et là, bien entendu, on va avoir un certain nombre de workflows. Alors ça, c'est des workflows qui ont déjà été créés par certains de mes collègues. Et on a également, si on souhaite, on peut créer des workflows qui proviennent de playbooks. Et les playbooks sont présents ici. Donc là, vous en avez un certain nombre. Et par exemple, on pourrait utiliser celui-ci. Hop. Et là, celui-ci est un peu plus complexe. Donc là, on voit qu'en termes de trigger, on va retrouver une alerte qui est propre à l'identity detection. Mais comme l'a évoqué à juste titre Anne-Sophie, on peut cumuler les triggers. Enfin, en tout cas, on peut ajouter des triggers de façon à avoir des alertes qui proviennent à la fois de l'identité, à la fois du endpoint, à la fois du cloud, à la fois de différents autres modules, de façon à pouvoir créer des workflows qui sont, bien entendu, plus complexes et pouvoir étoffer justement les scénarios de façon à ce qu'ils soient plus efficaces. Donc là, en l'occurrence, dans le workflow qui est établi ici, vous avez un trigger qui se base sur une alerte qui est propre à l'identity detection. Donc là, on est propre à une alerte propre à l'identité, pardon. Et là, en l'occurrence, ce qu'on peut faire en termes d'action, c'est qu'on va retrouver le fait de révoquer les refresh tokens sur la machine. Donc, on va pouvoir, bien entendu, invalider les signing sessions. On va pouvoir, et si bien entendu la détection est une sévérité qui est très 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 élevée, on peut également, si on le souhaite aussi, désactiver l'utilisateur directement d'Entra ID. Alors ces actions-là sont pas juste limitées, en tout cas en termes d'action, on n'est pas juste limité à ces 3 actions que je présente ici. On a également, comme je l'évoquais, la capacité de marquer l'utilisateur comme étant compromis dans Entra ID. Si après vous avez par exemple de l'Azure, de l'Entra ID P2, enfin de l'Azure P2, vous pouvez bénéficier justement de ce signal comme trigger dans vos règles d'accès conditionnel qui sont propres à Azure, propres à Entra ID, pardon. On a également la capacité de pouvoir déplacer un utilisateur dans le. Alors là, c'est pas propre à Entra ID, mais si je reviens un peu en arrière, hop, je vais revenir là-dessus. Je pense que c'est toujours intéressant de le mentionner. Hop. Ce que vous pouvez faire aussi également, là, c'est propre à l'on-prem, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est typiquement, on va prendre l'utilisateur impacté. Désolé, je dois jouer un petit peu avec la plateforme Zoho. Hop. Voilà. Et là, en termes d'action, on a aussi la possibilité de pouvoir ajouter l'utilisateur dans la watchlist. Donc là, en l'occurrence, ça fait référence à une option qui se trouve dans Identity Protection, qui permet justement de définir des règles d'accès conditionnelles. Et si je vous montre rapidement. Hop. Ah. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est typiquement, c'est créer une règle. Hop. Je vais définir, alors après, je peux définir soit un bloc, soit un identity verification. Donc, en l'occurrence, le bloc, c'est je bloque l'accès au serveur, je bloque l'accès à la destination, typiquement, ou je peux invoquer tout simplement un second facteur d'authentification avec les connecteurs qui existent depuis la plateforme. Et ensuite, j'ai juste à utiliser le fait que l'utilisateur est défini comme étant, user attribute, comme étant un watch user, ici. Ce qui veut dire que par la suite, quand l'utilisateur est défini comme étant watched, ça veut dire que peu importe la source, peu importe la destination auquel il souhaite accéder, il va devoir valider un second facteur d'authentification. Donc le but, bien entendu, c'est de complexifier au maximum la tâche de l'attaquant à se déplacer latéralement au sein de l'environnement, de façon à éviter à ce qu'il puisse lancer des outils et obtenir d'autres identifiants, et éventuellement faire de l'escalade de privilèges ou se latéraliser. Voilà pour moi concernant la démonstration. J'espère que le sujet vous a plu. J'espère également que la démonstration était intéressante. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Pour rappel, on sera bien entendu présent à la prochaine édition des Identity Days. C'est bien de le rappeler, effectivement. Ne soyez pas timide, n'hésitez pas. Si effectivement vous étiez timide, en tout cas, je pense que vous pouvez obtenir nos coordonnées, en tout cas Anne-Sophie et à moi, si vous souhaitez nous adresser des questions plus spécifiques par mail, j'imagine. Donc, n'hésitez pas à le faire, en l'occurrence.
Alors, Quelle connaissance licence supplémentaire. Alors, je ne suis pas certaine de comprendre la question. Est-ce que la question, donc vous dites par rapport à ce qu'on vous a montré, si c'est par rapport à ce qu'on vous a montré aujourd'hui, à la démo là que Mathieu vous a montré, ben, effectivement, si vous voulez combiner des données identité et des données endpoint pour avoir l'approche unifiée, ben, ça veut dire qu'automatiquement, il faut aussi la partie EPP, EDR chez nous, en fait. Enfin, chez le même éditeur, que ce soit chez nous ou chez un autre. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est le principe. Et après, par contre, ça ne nécessite rien de supplémentaire, en tout cas, en ce qui nous concerne, puisque nous avons un sorte de XDR natif qui fait que, en fait, on va pouvoir corréler toutes les données des modules sources, enfin, propres à la plateforme, en fait, CrowdStrike. Donc, je ne sais pas si ça a répondu à la première question. Je te laisse répondre à la deuxième. Mathieu, y a-t-il des environnements de tests reproductibles pour tester les outils CrowdStrike? Le premier, j'ai envie de dire, le premier moyen de tester les outils de CrowdStrike, c'est potentiellement de faire des POV, si ça vous intéresse vraiment. En l'occurrence, après, si c'est pour avoir accès à des environnements de test, il me semble que oui, on peut mettre à disposition une partie de la plateforme au travers d'accès. Alors après, j'ai pas les tenants, les aboutissants de comment exactement ça peut être fait, mais il me semble que oui, on a la capacité de pouvoir, en tout cas, le faire pour les partenaires, de pouvoir mettre à disposition des environnements de test pour pouvoir tester le produit. Mais en l'occurrence, je pense que le POV est également un bon moyen de pouvoir tester le produit. Ouais, parce que sinon, il y a des systèmes de trial qui sont avec voilà, des données prépopulées, je dirais, mais bon, où vous êtes un peu livré à vous-même, je dirais, pour faire les essais, c'est pas forcément la meilleure façon. Donc, effectivement, on préconise plutôt quelque chose un peu plus cadré dans le cadre d'un POC. Alors, de quels produits viennent les règles d'accès conditionnel? Alors, écoutez, en fait, elles viennent, donc on a en fait, on a dans notre offre protection des identités, il y a un module qui s'appelle Identity Threat Detection, qui lui fait que la visibilité et la détection, donc il n'inclut pas effectivement toute la partie règles d'accès conditionnel. Si vous voulez les règles, il faut prendre le module complet qui s'appelle Identity Threat Protection, ou en acronyme ITP. ITP inclut bien les règles d'accès conditionnel. Quoi qu'il arrive, je préconise le tiering model. Peu importe la solution que vous utilisez. Ouais, oui. Mais d'ailleurs, c'est intéressant comme question parce que c'est vrai que bon, on se rend quand même compte que le tiering model est rarement mis en place parce que c'est quand même des projets assez longs et des projets assez complexes à mettre en œuvre. Ou alors, il va être mis en place. En tout cas, il est mis en place partiellement. Ouais. Pour le tiers 0, mais rarement sur le tiers 1 et tiers 2. En fait, les entreprises s'intéressent souvent, effectivement, à la partie la plus critique. Et du coup, c'est vrai que avec une solution comme la nôtre et les règles d'accès conditionnel et la granularité des critères que vous pouvez en fait définir, vous allez pouvoir effectivement potentiellement restreindre certains accès, en fait être un peu aligné avec ce tiering model pour restreindre les accès à certains tiers en fonction des populations, etc. Donc ça peut être un moyen, je dirais, intéressant je dirais d'être aligné un peu avec les recommandations de Microsoft sur la partie Active Directory. Ces outils sont-ils abordables par des PME? Tout à fait. En fait, aujourd'hui, on adresse tous les verticaux et toutes les tailles d'entreprise, de la plus petite au plus grande. Il n'y a aucun souci. On a des prix adaptés à chaque, je dirais, en fonction des tailles. Il n'y a aucun souci. Et la solution est-elle obligatoirement SaaS? Oui, la solution est obligatoirement SaaS. Oui, il n'y a pas de version, nous n'avons pas de solution en version on-prem. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Bon, écoutez, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter directement si vous voulez une démo plus personnalisée. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'étaient pas forcément claires, n'hésitez pas. Et puis, écoutez, je vous propose qu'on arrête là. Merci pour votre attention et puis merci pour les questions qui étaient intéressantes et
J'espère que ça a pu être intéressant, en tout cas d'un point de vue slide ou d'un point de vue contenu démonstration Si, au pour revoir. éventuellement être. Au revoir. Merci.